Mesdames et messieurs, mesdemoiselles aussi, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes naturellement les bienvenus à l'émission Controverse. Controverse, c'est votre tribune d'expression directe qui reçoit aujourd'hui M. Alain-Claude Bilibizet. Il est ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. En répondant favorablement à notre invitation aujourd'hui, malgré ses nombreuses occupations, le membre du gouvernement présent dans ce studio tient à se soumettre à un exercice aussi bien des journalistes que celui des auditeurs sur des questions propres à son département ministériel. Il s'agira pour lui d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse aux préoccupations des populations en matière de l'eau et de l'électricité dont l'accès devient non seulement difficile et rare, mais des services de base devenus presque un luxe pour la plupart des ménages à travers le pays, notamment ici dans le grand Libreville. Question de controverse aujourd'hui, quelle solution à court, moyen et long terme pour résoudre la problématique d'accès à l'eau et à l'électricité au Gabon? La réponse à cette interrogation qui taraude les esprits des Gabonaises et des Gabonaises dans ce énième numéro de l'émission Controverse. Je vous rappelle qu'il reçoit M. Alain-Claude Bilibizet, ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Monsieur le ministre d'État, bonjour et bienvenue à l'émission Controverse. Bonjour monsieur et merci de m'avoir invité. Le téléphone c'est le 011 114 40 53. 011 114 40 53. Nos auditeurs sont invités à appeler et vous poser un certain nombre de questions liées à la thématique du jour dans la plus grande courtoisie et le respect de notre invité, le ministre d'État Alain-Claude Bilibizet, par ailleurs un habitué de cette émission Controverse. Pour conduire le débat aujourd'hui, un trio de journalistes dans ce studio. Votre humble serviteur François Zengue, c'est bien moi. Je suis accompagné d'Arnaud Ondo Egozogo. Arnaud, bonjour. Bonjour François, bonjour à toutes et à tous. Pierre-Désiré Vélénan, bonjour. Bonjour François et bonjour à tous les auditeurs de Radio Gabon. Monsieur le ministre d'État, quelques mois après avoir pris vos fonctions au sommet du ministère de l'Énergie et des Ressources humaines, des ressources hydrauliques, voilà, l'état des lieux. Je vous remercie pour cette opportunité que m'offre Radio Gabon pour m'adresser aux populations qui écoutent votre radio et je vous félicite pour la pérennité de cette émission qui permet à nos auditeurs, vos auditeurs, d'être informés et de pouvoir aussi poser des questions. Nous arrivons à la tête de ce département ministériel il y a 5-6 mois. C'est un ministère essentiel pour la vie de notre pays. La vie économique, parce que s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'économie. La vie sociale, parce que l'électricité et l'eau sont au cœur du quotidien des habitants du Gabon, qu'ils soient gabonais ou toute personne qui a choisi de vivre dans notre pays. C'est un ministère qui est essentiel également parce qu'il est potentiellement porteur de croissance dans la mesure où il trace une ligne sur l'investissement. Il n'y a pas de Gabon industriel s'il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas de Gabon des services s'il n'y a pas d'énergie. Et ceci est d'autant plus fondamental que nous avons une stratégie qui a été dessinée par le chef de l'État Libongo Ondimba dans le plan stratégique Gabon émergent et qui vise en réalité à doter notre pays de capacités de production, de transport et de distribution suffisantes dans les matières que sont l'électricité et l'eau potable. Bien sûr, il y a le ministère avec ses administrations. C'est un ministère qui est composé, comme tous les autres départements ministériels, du ministre et de son cabinet, avec le secrétariat général et 3 directions générales. Des 3 directions générales, il y en a 2 qui sont les plus connues et qui nous concernent aujourd'hui. La direction générale de l'eau, des ressources hydrauliques, et la direction générale de l'électricité. Mais il y a aussi une direction générale de la radioactivité, dont les missions ne sont pas très connues de nos compatriotes, mais qui est aussi une direction générale essentielle, dans la mesure où elle vise à mettre en œuvre la stratégie nationale de protection des populations face à la radioactivité. Et Dieu seul sait combien ceci est important, notamment dans tout ce qui est exploitation pétrolière et minière. Il s'agit donc là de l'architecture
de notre département ministériel. À côté de cela, il y a des entités sous tutelle, que sont la Société de patrimoine, qui est donc l'organe de l'État, chargé de gérer le patrimoine de l'État et d'investir pour le compte de l'État dans le domaine de l'énergie et de l'eau. Il y a le Conseil national de l'eau et de l'électricité, qui est l'entité publique qui s'occupe de l'éclairage public et des fontaines publiques, en zone urbaine, bien sûr, mais aussi en zone rurale désormais. Et il y a bien entendu la Société d'eau et d'électricité du Gabon, la SEG, qui aujourd'hui est sous la tutelle du ministère, non seulement tutelle technique que nous assurons, mais également, vous le savez, lorsqu'il y a eu la réquisition, l'État gabonais a racheté les parts que détenait Veolia, et à ce jour, l'État gabonais détient 51% des participations de la SEG. Donc voilà un peu l'architecture globale de ces départements ministériels. 150 agents, en gros, ou un peu plus, 150 agents composent ce département ministériel qui a la force d'être au cœur, comme je l'ai dit, du développement et qui a la faiblesse de ne pas être présent à l'intérieur du pays. Et nous allons essayer de régler ce problème. Alors, Monsieur le ministre d'État, selon l'opinion, vous êtes l'un des rares ministres qui a su faire bouger les lignes partout où il est passé. Les populations retiennent vos réformes au ministère de la Communication, des Sports, des Affaires étrangères. Est-il possible de dire que vous êtes l'homme providentiel au ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques? Je ne crois pas à l'homme providentiel. Dès qu'on croit à la providence, on a commencé à échouer. Les réformes ne sont menées que pour trois choses. Il faut une vision qui est tracée par le chef de l'État. Il faut une volonté politique avec les hommes qui accompagnent cette volonté politique. Et il faut également des ressources financières. Et il faut que les trois soient réunis pour réussir. Et ces éléments que vous avez indiqués sont vrais, mais on n'a pu le faire que parce que les trois éléments étaient réunis. Résumé, nous avons donc une mission qui est confiée. Nous avons les hommes, mais il faut aussi qu'il y ait les moyens. Si un des éléments venait à manquer, on ne réussira pas. Et donc il faut qu'effectivement cette vision qui est portée par le chef de l'État, mise en œuvre par le gouvernement, rencontre effectivement les ressources financières disponibles pour régler les problèmes. Parce qu'en matière d'eau et d'électricité, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a que de l'investissement et du contrôle derrière. Justement, Monsieur le ministre d'État, nous allons nous concentrer, orienter notre débat aujourd'hui sur l'approvisionnement, l'accessibilité et la qualité, et surtout le coût de l'eau et l'électricité dans notre pays. Nous sommes déjà à plus de 1 an ou 2 ans de la fin de la concession entre la SCG et Veolia. Disons que c'est Veolia qui était, semble-t-il, l'affaire, la problématique, celui qui était au centre des difficultés auxquelles les populations font face aujourd'hui dans l'accès de l'eau et de l'électricité. Alors aujourd'hui, quelle est la situation actuelle lorsque vous vous rendez compte que les populations ne font que se plaindre au sujet de l'accès de l'eau et de l'électricité dans notre pays? Vous savez, moi j'ai, dans ma démarche politique, j'essaie de respecter l'éthique de la responsabilité. Et dans cette éthique de la responsabilité, il s'agit de dire les choses telles qu'elles sont. Il s'agit de ne pas louvoyer et surtout d'éviter de s'engager et encore plus de mentir aux populations. Si quelqu'un vous a dit que 2 ans après le départ de Veolia, tout allait être réglé, cette personne soit ne vous a pas dit la vérité, soit ne connaissait pas bien le cœur du problème. Parce que le problème est plus profond que cela. Souvenez-vous que lorsqu'en 1997, il y a cette privatisation, c'est d'abord parce qu'il y avait déjà des problèmes. L'État ne s'est pas levé un matin pour privatiser une entreprise si elle fonctionnait bien. Il y avait donc déjà des problèmes. On a pensé que l'entreprise allait aider à régler les problèmes, le concessionnaire j'entends, Veolia. Malheureusement, 20 ans plus tard, les problèmes se sont aggravés. Donc des problèmes qui ont duré 20 ans et qui ont connu quelques années auparavant d'autres grandes difficultés ne peuvent pas se régler en 2 ou 3 ans. Nous comprenons l'impatience des Gabonaises et des Gabonais. Et il faut que nous leur disions la vérité. La vérité, c'est qu'au moment de la concession que l'État accorde à Veolia en 1997, Libreville compte entre 400 000 et 500 000 habitants. Aujourd'hui, le Grand Libreville compte beaucoup plus que cela. Et il n'y a pas eu de gros investissements à la fois sur les quartiers neufs qui se sont créés. Toute la zone nord de Libreville n'existait quasiment pas en 1997. Si vos souvenirs sont bons, la zone nord de Libreville était à l'époque quasiment une zone de villégiature pour ceux qui pouvaient y aller le week-end. Aujourd'hui, à partir de 1982, à partir de 2010 et 2012, avec la Cannes, toute cette zone s'est développée et compte aujourd'hui
des dizaines de milliers d'habitants, peut-être même des centaines de milliers, je ne sais pas. Toute la zone autour de la sortie de Libreville, du côté de Bikele, ne s'était pas développée comme c'est le cas aujourd'hui. Donc l'investissement n'a pas suivi, malheureusement. Il faut donc rattraper tout cela. Et on ne va pas le rattraper en 2 ans. Il faut que les uns et les autres le comprennent. Ça demande énormément de ressources et de temps. Et ces ressources sont en train d'être mobilisées sur 4 éléments fondamentaux. Le premier, c'est que l'État mobilise les ressources propres par le budget de l'État. Le second, c'est que l'État mobilise les ressources d'emprunt, donc auprès des bailleurs internationaux, nous en parlerons. Le troisième élément, c'est qu'il existe des ressources propres aux entreprises, comme la SEG, comme la Société de patrimoine. Donc il faut également les amener à investir, nous en parlerons. Le quatrième élément, enfin, ce sont des synergies qui sont créées entre l'ASP et la SEG pour davantage mutualiser leurs efforts et investir. Donc 4 axes de développement qui ont été identifiés et qui sont mis en œuvre pour régler la problématique de l'eau et l'électricité, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Monsieur le ministre, ce que les populations ne comprennent pas, c'est que le Gabon a des ressources hydrauliques importantes, on a du pétrole. Pour parler de l'approvisionnement, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi il y a des problèmes d'adduction d'eau et des problèmes d'électricité, puisqu'on a des barrages? Nous allons, si vous permettez, nous allons parler de cette question-là progressivement. Pour qu'il y ait de l'eau dans votre robinet, il faut aller capter cette eau, soit en souterrain, soit en surface, une rivière ou un lac. Il faut que cette eau soit traitée et donc on construit une usine pour traiter de l'eau. Il faut que cette eau soit transportée, donc on pose de grosses canalisations pour amener cette eau d'abord au niveau des zones de stockage que sont des châteaux d'eau et ensuite être distribuée pour arriver à votre robinet. C'est un processus, c'est un parcours. Ce parcours indique qu'il faut de gros investissements. Et encore une fois, je viens de vous l'indiquer, ces investissements n'ont pas été réalisés depuis maintenant 30 ans, pour parler simple, depuis maintenant 30 ans. Depuis 30 ans, on a fait des investissements d'appoint. On a fait Sim Gabon 1, on est en train de faire Sim Gabon 2, mais en réalité, pour approvisionner le Grand Libreville, il faut faire une plus grosse usine qui a été projetée, qu'on appelle Toum 7, pour capter l'eau. Et l'eau, au niveau de Ntoum n'étant pas suffisante, il fallait la capter près de Kango. Et donc, il faut poser les canalisations sur des dizaines de kilomètres. Cela a un coût important. Et une fois qu'on l'a fait, il faut venir traiter cette eau. Il faut l'envoyer sur Libreville, dans les châteaux d'eau qu'il faut construire, et la distribuer au niveau des ménages. Donc c'est un processus, c'est un parcours. Lorsque un seul de ces éléments manque, c'est une chaîne. Bon, toute la chaîne ne peut pas fonctionner. Et que s'est-il passé dans le Grand Libreville? Non seulement des quartiers se sont développés, mais les infrastructures n'ont pas suivi, ni de route, ni d'électricité, ni d'eau, ni de téléphone. C'est une faiblesse. Et c'est une faiblesse qui nous rattrape aujourd'hui, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je me souviens, lorsque nous nous sommes installés dans la zone nord de Libreville, ce qu'on appelle la cité Cherko, où nous nous sommes installés dans les années 94-95, ce problème se posait déjà. Il se posait en quel terme? On avait conçu une cité. Les Gabonaises et les Gabonais avaient acheté leur logement. Il n'y avait ni eau, ni électricité. Malheureusement, près de 30 ans plus tard, on se retrouve dans les mêmes conditions. Ça veut dire que nous ne tirons pas suffisamment les leçons de l'expérience et nous n'adaptons pas nos politiques publiques. C'est une faiblesse qu'il faut corriger et qui a commencé à être corrigée. Ça, c'est les faits. L'autre fait, c'est que les anciens quartiers de Libreville, que sont les Glaces, les Baraka, les Montagnes Saintes, les Batteries 4, sont des quartiers qui ont été alimentés en eau et en électricité. Les Akébé, tous les Akébé d'ailleurs, Bellevue, Kingele et autres. Malheureusement, n'ayant pas fait des travaux de maintenance, d'entretien ou de renouvellement des conduites, ces conduites aujourd'hui n'existent quasiment plus, se sont effondrées, il y a des fuites qui font que sur 2 litres d'eau qui sont produites aujourd'hui en Toum, il n'y a que 1 litre qui est distribué parce qu'il y a 1 litre qui disparaît dans les fuites. D'où j'ai évoqué les ressources d'emprunt. Il y a un programme qui a été mis en place par l'État gabonais. Les travaux vont être lancés à la fin du mois de février pour renouveler toutes ces conduites, les remplacer, poser des conduites neuves dans le Grand Libreville. Ces travaux vont durer entre 20 mois pour certains, 30 mois pour d'autres et 32 mois pour les autres travaux. Et donc, en réalité, au bout de 32 mois, nous aurions apporté la solution dans le Grand Libreville. Et c'est une solution pérenne, mais qui va coûter 77 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Alors ça, c'est ça qui est l'eau et le problème de l'électricité. On a des barrages hydroélectriques. Le problème de l'électricité, les barrages hydroélectriques dont nous disposons aujourd'hui, nous avons Poubara 1 et Poubara 2 dans le Haut-Ogoué. On a ajouté le Grand Poubara qui aujourd'hui
aujourd'hui permet d'alimenter les provinces du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo, mais aussi d'apporter une solution énergétique pour les industries dans le Haut-Ogooué, notamment l'industrie minière par Comilog et par la nouvelle entité qui s'est installée de ce côté-là. Nous avons également le petit barrage de Bongolo qui permet d'apporter une solution dans une zone de Langounier jusqu'à Chibanga. Nous avons sur Libreville, Chimbele, Kingele qui apportent des solutions pour Libreville. Mais tous ces barrages aujourd'hui fonctionnent. Le problème, c'est que la demande est plus importante. Et c'est une demande qui croît chaque année d'à peu près 4,5 à 5%, la demande des ménages, des industries et des commerces. Ce qui fait qu'en réalité, et toutes les études qui ont été menées ont démontré qu'à l'horizon 2023, maximum 2025, si on n'investit pas dans de nouveaux barrages, nous serions en grande difficulté en termes d'énergie. Et il se trouve que de temps en temps, il y a des incidents sur le réseau qui créent des interruptions de fourniture. Donc le vrai problème, c'est qu'il faut que nous parvenions à aligner nos investissements par rapport aux besoins de la population et des industries. D'où des projets qui ont été engagés il y a déjà plusieurs années pour faire des barrages de F2, on en parlera si vous permettez, et des chutes de l'impératrice Eugénie. Il y a aussi des barrages qui sont aujourd'hui portés par l'État gabonais en partenariat public-privé avec d'autres entités. C'est le cas de Kingele Aval qui est une initiative de l'État gabonais à travers le Fonds gabonais d'investissement stratégique et ses partenaires. On a Ngolmunjim qui est un gros barrage qu'il faut faire également dans le monde de cristal et nous avons Dibouangui. Donc tous ces projets existent. On peut en parler projet par projet si on en a le temps. Et ceci vise à régler définitivement la question de la fourniture d'électricité dans le Grand Libreville et à l'intérieur du pays. Mais en plus, là où nous n'aurions pas réglé définitivement le problème, c'est si nous ne parvenons pas à construire des réseaux interconnectés, donc des lignes de transport, pour que la production qu'on a dans l'estuaire permette également de fournir l'électricité dans le Moyen-Ogooué ou ailleurs lorsqu'une demande se fait. On peut avoir une surproduction ici et il faut qu'on soit capable d'injecter la surproduction dans d'autres provinces, d'où la nécessité de construire des lignes de transport. Donc vous avez, pour me résumer, la production, le transport, la distribution et la commercialisation. Ce sont des étapes importantes et si une des étapes dysfonctionne, cela va entraîner des dysfonctionnements sur toute la chaîne. Alors, Monsieur le ministre d'État, vous parliez de la demande des ménages en termes d'eau et d'électricité. Est-ce qu'on a une évaluation de ce que ça vaut aujourd'hui? Quelle est la capacité de production de l'eau et de l'électricité et le gap entre la demande et peut-être la capacité produite aujourd'hui? Vous me posez une question qui est très technique. En termes de demande, je vous ai indiqué que c'est une demande qui croît chaque année entre 4,5 et 5%. Ça veut dire que la demande, la capacité actuelle doit suivre cette demande et évoluer. Ce que nous savons, c'est que nous avons un gap d'à peu près 35 000, sinon plus, peut-être 350 000, je n'ai pas le chiffre exact, d'ici la fin de l'émission. Je preuve des chiffres précis. Mais ce que nous savons également, c'est que la grosse capacité dont nous disposons aujourd'hui, c'est l'usine de traitement d'eau au niveau d'Antoum. Cette usine, aujourd'hui, n'est plus en capacité de fournir quotidiennement les 35 000 m3 dont le pays a besoin, dont le Grand Libreville a besoin. Il faut donc accroître cela. Avec l'usine prochaine, la mise en service de Sim Gabon 2, on va arriver à apporter déjà une solution parce qu'on pourra déjà soulager les populations. Mais ce ne sera pas suffisant. Il faudra construire la grosse usine d'Antoum 7 et elle qui va quand même apporter plus de 100 000, je crois 120 000 jours. Voilà. Monsieur le ministre d'État, alors en dehors de l'approvisionnement, de l'accessibilité et aussi la qualité de l'eau et de l'électricité, les populations se plaignent de la couleur de l'eau. Elles soupçonnent que cette eau ne soit pas potable. D'autres, au niveau de l'électricité, se plaignent de la baisse de tension régulière, des délestages. Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer? Je dis que tous ces problèmes sont connus et que celui qui ouvre son robinet et qui voit que l'eau est trouble, c'est que l'eau est trouble et qu'il y a un souci. Ce souci, il faut l'identifier. Je viens de vous décrire un peu le circuit de ce qui est de la fourniture de l'eau. Donc, lorsque l'eau part de l'usine d'Antoum, la SEG garantit la potabilité de cette eau. Lorsque cette eau est livrée au niveau des circuits de distribution, la SEG en garantit la potabilité. Il se trouve que parfois, il y a des incidents sur le réseau de distribution. Il y a un tuyau qui a crevé, il faut le réparer, et lorsqu'on doit le réparer,
il y a parfois de la boue qui s'est déposée et qui arrive dans le robinet. Ce sont des éléments qui arrivent parfois. Mais ce qu'on peut certifier... C'est sans danger, c'est sans danger pour le peuple. Non, c'est pas ce que je dis. Ce qu'on peut certifier, c'est que la qualité de l'eau telle qu'elle est produite par la SEG est une qualité de l'eau dont la potabilité est garantie. Elle est même supérieure aux normes OMS. Ça, on peut le garantir. Après, il peut y arriver des incidents ponctuels qui peuvent se régler, mais encore une fois, ce n'est pas lié à la production de l'eau par la SEG. Ça peut être lié parfois aux propres travaux qui sont engagés au niveau d'un quartier ou même d'un domicile par des propriétaires. Cela peut arriver, nous le reconnaissons, mais ce n'est pas l'eau qui est produite par la SEG dès le départ qui pose problème. Et au niveau de l'électricité, délestage, faiblesse au niveau de la tension? Mais je viens d'indiquer tantôt que lorsque vous avez une production qui équivaut quasiment à la demande, vous pouvez avoir des tensions et des faiblesses dans la production, dans la distribution. Il peut aussi arriver des incidents sur la distribution, un câble qui a été sectionné, une branche qui est tombée sur un câble de distribution. Ça peut amener un certain nombre de tensions, comme parfois lorsqu'on est en saison de pluie, il y a la foudre et on a parfois ces difficultés. Il faut les résorber progressivement. Aujourd'hui, encore une fois, ce sont des problèmes connus et qui nous concernent tous. Lorsqu'il y a interruption de courant dans un quartier, elle ne fait pas de différence entre le ministre et celui qui n'est pas ministre, tout le monde est dans le noir. Ça, c'est une réalité. Et donc, personne ne peut se fermer les yeux à cette réalité-là. Alors, monsieur le ministre d'État, ce qui est curieux, c'est que cette difficulté ne change en rien le coût de l'électricité et de l'eau, malheureusement. On a vu, par exemple, en 2016, pour voir certains chiffres, le kilowattheure coûtait 80 francs. Maintenant, l'année dernière, c'était à 88 francs. Qu'est-ce qui peut expliquer cette hausse au niveau des coûts? Faites attention. Il s'est produit plusieurs choses. D'abord, l'État a gelé les prix de l'eau et de l'électricité depuis 2018. Les prix de l'eau et de l'électricité sont gelés au Gabon depuis 2018. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que depuis 2018, la formule de révision des prix qui a été instituée dans la convention en l'État et la SEG n'a pas été appliquée parce que ce sont des prix qui sont révisés régulièrement pour tenir compte des cours du marché, tenir compte également de l'inflation. Donc on ajuste les prix. Si par exemple dans la production de thermique, le prix du gazole a augmenté, le prix du lubrifiant a augmenté, automatiquement la SEG va pouvoir calculer cela pour intégrer, livrer le prix de vente du kilowattheure. Donc cela a été gelé depuis 2018. Sans que les usagers ne soient informés. S'ils ont été informés, simplement. Par le moyen, si ce n'est être surpris par la facture, le coût exorbitant. Je suis en train de vous expliquer une chose. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été informé que personne n'a été informé. Il faut quand même avoir aussi cette humilité de se dire ce que je ne sais pas, ne pas dire que tout le monde ne le sait pas. On n'a pas été informé. Moi-même, je l'ai découvert en devenant ministre. Donc en 2018, je ne le savais pas non plus. Mais c'est en devenant ministre que je me suis rendu compte que depuis 2018, c'est suspendu. Bien. Entre-temps, l'État a créé un certain nombre de taxes qui sont indexées au niveau de la SEG. Donc quand vous payez aujourd'hui votre facture d'électricité et d'eau, il y a un certain nombre de taxes que l'État a créées. Il y a la taxe qu'on appelle la contribution spéciale aux électricités pour permettre au Conseil national de l'électricité de continuer à entretenir les lampadaires, à étendre les réseaux et à faire en sorte que la ville soit éclairée. Donc il y a une taxe qui est prélevée pour ça et que vous payez et qui paye sur votre facture. L'État a mis récemment une taxe à 7% en ce qui concerne la collecte des ordures ménagères qui elle aussi paye sur votre facture d'électricité. Et donc tous ces éléments-là, effectivement, font que la facture aujourd'hui, elle commence à peser, mais ce n'est pas lié à une augmentation par la SEG. Ce qui est du ressort de la SEG et qui est la responsabilité de la SEG, c'est le logiciel de facturation que la SEG actuelle a hérité de Veolia et qui est un logiciel qui pose problème. Et nous avons demandé que il y ait un audit dessus pour revoir, sinon changer ce logiciel. Le logiciel Singa? C'est le logiciel qui pose problème. Alors, on va revenir à ma question, monsieur le ministre d'État. Vous consommez de l'électricité, il y a coupure, il y a délestage pendant 2 ou 3 heures ou 4 heures, mais même pendant un jour, et à la fin du mois, votre facture est la même, sinon elle est augmentée. Comment l'expliquer? D'abord parce que je ne veux pas rentrer dans des éléments trop complexes, mais vous ne pouvez pas garantir non plus que votre consommation, elle est la même tous les jours. Il y a des jours où vous consommez plus,
Si vous avez une machine à laver, vous avez fait une machine aujourd'hui, demain vous ne la faites pas. Donc votre consommation d'aujourd'hui est plus forte que celle de demain. Il y a des jours où vous avez mis votre speed beaucoup plus tôt que d'habitude parce que vous avez entré plus tôt, donc votre consommation va augmenter également. Ça, c'est un fait. Ce que nous avons décidé de faire dans le cadre de la réforme du secteur et dans le cadre du nouveau code de l'électricité que nous sommes en train de mettre en place, c'est renforcer davantage la protection du consommateur et faire en sorte que les interruptions du réseau, lorsqu'elles ne sont pas annoncées, lorsqu'elles ne sont pas prévues, fassent l'objet de sanctions et donc des pénalités seront infligées à l'opérateur lorsqu'il y a des coupures. De sorte qu'effectivement, cette gêne que vous avez eue dans la fourniture ne soit pas une gêne uniquement pour vous, mais que l'opérateur en supporte également le coût. Et nous ferons également en sorte que le consommateur soit informé, qu'il sache calculer sa propre consommation et qu'il sache également faire en sorte qu'au moment où on vient faire le relevé, qu'il soit présent s'il le peut pour qu'il y ait un relevé contradictoire. Le troisième élément que nous essayons de mettre en place, et avec le concours de la SCJ qui en a d'ailleurs eu l'initiative, c'est de généraliser le compteur prépayé qui pose moins de problèmes. Et donc aujourd'hui, ce compteur prépayé, c'est uniquement ce qu'on appelle les compteurs EDAN. Ils vont essayer d'aller un peu plus loin pour que même ceux qui sont antiphasés puissent avoir des compteurs prépayés où chacun maîtrise un peu mieux sa consommation. Mais par ailleurs, si nous continuons à bloquer les prix, jamais l'entreprise n'aura des ressources suffisantes pour continuer à investir. Et donc l'État doit veiller à ce qu'il y ait le juste prix qui permette à la fois la satisfaction des populations en termes d'eau et d'électricité, mais aussi la rentabilité de l'entreprise, parce que si elle n'est pas rentable, elle est vouée donc à disparaître, et si elle disparaît, c'est le serpent qui se mord la queue, on n'aura plus une entreprise d'eau et d'électricité. Et donc il faut arriver à un juste milieu, à un juste équilibre, mais les problématiques qui sont aujourd'hui, celles des Gabonais et des Gabonais sont connues, et nous travaillons à y apporter des solutions. Arnaud, une question avant de passer l'antenne à nos fidèles auditeurs. Oui, monsieur le ministre, on a écouté vos explications. On se souvient que les énergies renouvelables, les panneaux solaires avaient été présentés à un moment comme une solution à l'électricité offerte par la SEG. Où en est-on aujourd'hui avec le projet? Et ce n'était pas la solution unique. Nous avons décidé dans le cadre d'une stratégie nationale visant deux objectifs. Le premier, c'est d'harmoniser nos politiques de production d'énergie avec nos ambitions de maîtrise de notre pollution et donc faire en sorte que l'engagement du chef de l'État dans le cadre d'accord de Paris soit respecté et donc qu'il y ait moins de production par le gazole et amener de plus en plus d'énergie renouvelable, que ce soit la généralisation de l'hydroélectricité ou le recours au solaire. Et donc dans un premier temps, nous partons sur ce qu'on appelle le mix énergétique entre la production solaire par des mini-centrales et la production thermique dans certaines localités du pays qui ont été identifiées. 8 premières localités ont été identifiées. Le projet a pris un peu de retard compte tenu de certaines difficultés que la CDC qui portait ce projet a connues sur ce projet-là. Et nous sommes en train de relancer ce projet avec la Société de patrimoine et l'opérateur qui a été retenu aux arts. Donc si tout va bien et si toutes les conditions sont réunies et que nous parvenons la semaine prochaine à signer l'accord entre la CDC, la Société de patrimoine et aux arts, les travaux pourraient reprendre pour les localités de, je crois, Minvoul, Medouna, Makoko, Mekambo et d'autres qui ont été identifiés. Dans un autre cadre, toujours sur le même projet, un autre financement de l'État gabonais avec la Banque mondiale concerne d'autres localités du sud du pays qui aussi vont passer en mix énergétique. Donc, ces deux projets se poursuivent. Ils ont connu quelques retards, mais ils se poursuivent bien. Comment résoudre la problématique de l'eau et de l'électricité dans notre pays, le Gabon? C'est le thème de cette émission controverse aujourd'hui comme invité. Monsieur Alain-Claude Bilibizer, ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Le téléphone, c'est le 011 114 40 53. 011 114 40 53. Appelez pour vos contributions. Déjà, un auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Combil de Doïde. Ah oui, notre ami du côté de Wendo. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Monsieur le ministre, j'ai remarqué que lorsque vous passez dans un ministère, vous posez des actes forts. C'était le cas au ministère de la Communication. On vous a vu rehausser la puissance des émetteurs de Radio Gabon en installant un émetteur de 2 kW qui couvre aujourd'hui toute la province de l'Estuaire. Parce qu'avant, Radio Gabon n'arrivait même pas à Kango, même pas au Cap Extérieur. Je l'avais vérifié moi-même.
Aujourd'hui, grâce à vous, eh bien, chaque village de l'estuaire peut capter Radio Gabon. Vous avez aussi lancé des travaux de réflexion de Radio 6 qui viennent de se terminer aujourd'hui. Mais même si l'action de l'administration est toujours continue. Donc, monsieur le ministre, vous êtes un homme d'action. Et dans votre ministère actuel, monsieur le ministre de l'eau et de l'énergie, est-ce qu'on peut espérer que les populations rurales de la Nyanga peuvent voir leurs pompes hydrauliques réparées? Aujourd'hui, dans chaque village de la Nyanga, toutes les pompes hydrauliques sont en panne. Y a-t-il pas un service d'entretien dans votre ministère, monsieur le ministre? Ou bien au niveau de la ECG? Deuxième question. Est-ce qu'on peut espérer que la Nyanga ait un mini barrage hydroélectrique sur une rivière? Par exemple, la Mogalaba. Au lieu de dépendre des centrales hydroélectriques de l'Angounier, qui nous causent des interruptions régulières au moindre intempérie. Comme vous l'avez dit, si un arbre tombe sur le fil électrique, Kibanga est dans le noir pendant des jours. Et pendant des semaines. Et là, le petit groupe électrogène de relais ne couvre pas tous les besoins de la ville. En dehors du barrage de Lebamba, il y a un autre barrage qui se construit, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui se construit vers Mbigo. La Nyanga n'a rien. Et dépend toujours de l'Angounier. Monsieur le ministre, à quand un mini barrage dans la Nyanga? Merci, monsieur le ministre. Merci. Voilà, merci beaucoup, cher auditeur qui appelait du côté de Wendo. Comprenez, monsieur le ministre d'État, c'est un originaire de la Nyanga qu'on ne peut que préciser sur sa propre s'appelle. Non, mais je comprends. Merci beaucoup, chers compatriotes. Ce qu'il nous faut, en réalité, dans ce domaine, c'est apporter des solutions. Si un barrage est situé dans la Nyanga et qu'il permet de couvrir l'Angounier ou autre, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'assurer l'entretien et la continuité. Donc, nous essayons d'apporter des solutions. Je ne peux pas garantir qu'il va y avoir un barrage dans la Nyanga si les barrages qui sont situés dans l'Angounier permettent de fournir l'énergie. Ce que par contre nous étudions, c'est effectivement de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption de fourniture et donc d'avoir des éléments de sécurité d'énergie en apportant des solutions alternatives, par exemple une mini-centrale solaire. La réalité, c'est que, je l'ai indiqué, nous avons un territoire qui est inégalement réparti en termes de population, mais l'investissement est très lourd. Apporter une ligne électrique sur 100 km pour ne traverser que quelques 2 ou 3 villages, c'est coûteux comme investissement. Mais c'est vrai que ces Gabonais-là ont besoin d'électricité eux également. Et donc, la solution, c'est peut-être pas d'apporter l'électricité par cette ligne électrique, mais c'est d'apporter l'électricité par le solaire. D'où nous avons lancé récemment un appel à manifestation d'intérêt pour qu'un opérateur national ou international qui en a les capacités vienne nous aider à apporter des solutions aux populations, non pas sur des lignes traditionnelles, mais sur du solaire quasi individualisé. Pourquoi? Parce que nous avons le soleil et nous avons des localités qui sont isolées, mais qui ont besoin d'énergie. Je prends ma propre province dont je suis originaire, le Gouévindo. C'est une vaste province. C'est une des plus grandes géographiquement de notre pays. Lorsque vous devez prendre une ligne électrique à Ovon pour amener l'électricité à Koumameyon et qu'au milieu, vous faites quasiment 30 à 40 km sans rencontrer un village, c'est coûteux, c'est extrêmement coûteux. Et donc, il faut trouver d'autres types de solutions. Ces solutions-là, c'est le solaire décentralisé, individualisé, sans un réseau, de sorte que nous parvenions à apporter des solutions concrètes aux demandes des ménages. Et si nous avons une réponse positive à la vie à manifestation d'intérêt que nous avons lancée il y a quelques semaines, nous pourrions, avant la fin de l'année 2021, commencer à apporter des solutions pérennes aux populations. Notre compatriote a posé la question sur les réparations des pompes hydrauliques villageoises. C'est un problème de fond. L'État a investi sur l'ensemble du territoire pour plusieurs milliards de francs CFA en hydraulique villageoise. Malheureusement,
il manque d'entretien. Nous allons faire deux choses. La première, c'est de confier toutes ces pompes qui ont été construites aux collectivités locales. La seconde, c'est d'amener le Conseil national de l'eau et de l'électricité pour en assurer l'entretien. Mais pour l'heure, Madame le Premier ministre a décidé de lancer une opération qui va consister à apporter des solutions. Des entreprises ont été retenues, identifiées, et nous a reçus hier. Et les entreprises, si tout est prêt, devraient démarrer l'activité à la fin de ce mois de janvier, sinon fin février ou plus tard, pour aller réparer les pompes dans le Nyanga, dans l'Angounier, dans le Govindo, dans le Gololo, et pour créer également des mini-réseaux dans l'estuaire pour les zones qui n'en disposent pas. Ce programme concerne l'ensemble du territoire national. Les entreprises ont été retenues, identifiées, et la ressource a été sécurisée. Comment résoudre la problématique de l'eau et de l'électricité dans notre pays, le Gabon? C'est le thème de l'émission Controverse. Le téléphone c'est le 011 114 40 53. 011 114 40 53. Comme invité à Alain-Claude Bilibisa, ministre de l'État, ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Ressources de l'Écoute. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, je voudrais participer au débat. Vous y êtes déjà, monsieur? Oui. Monsieur Bilibisa est reconnu parmi les ministres qui sont vraiment travailleurs. Monsieur Bilibisa, ce n'est pas un petit. Bilibisa, c'est un booster. Bilibisa vient d'arriver dans ce ministère et ça ne fait pas longtemps. On nous a toujours parlé d'histoire d'eau, l'histoire de route, le bitumage et tout. Ça n'a jamais réussi. Pourquoi l'État ne prend pas en charge tout cela? Pourquoi l'État ne met pas les dévolus pour travailler l'électricité et l'eau et ensuite le bitumage des routes? Il ne faut pas nous dire ça, nous qui sommes à l'intérieur, au niveau des bois. Mais malheureusement, quelques soucis, mais surtout rappeler à nos fidèles auditeurs de rester collés à la thématique du jour. La thématique du jour, c'est l'accès à l'eau et à l'électricité au Gabon. Le téléphone, c'est le 011 114 40 53. 011 114 40 53. Peut-être déjà un auditeur en ligne? Non, pas du tout. Monsieur le ministre d'État, à quand une société propre à la gestion de l'eau et à la gestion de l'électricité au Gabon? Eh bien, il y a déjà une société. Il n'y a que la ECG, mais... vous avez dit société haute? Non, propre. Donc au moins une société qui autonome, qui ne gère que l'eau, voilà, qui ne gère que l'eau, et l'autre ne gérant que l'électricité. Cette problématique a été posée depuis plusieurs années. Des réflexions ont été menées. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu du caractère extrêmement social de l'eau, et l'État fait en sorte que le mètre cube d'eau ne coûte pas très cher, c'est difficile qu'une entreprise s'installe uniquement dans le domaine de l'eau parce que la rentabilité ne serait pas nécessairement garantie. Sauf si l'État libéralise et ouvre, ne bloque plus le prix de l'eau. Dans ces conditions, le mètre cube d'eau pourrait passer de 600 francs CFA aujourd'hui maximum à peut-être 1500 voire 3000 francs CFA, ce qui pourrait être extrêmement difficile pour les populations. Donc le secteur de l'eau n'est pas un secteur forcément très marchand, très rentable. C'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une entreprise uniquement dans ce secteur. Un auditeur en ligne, certainement. Oui, allô? Allô, bonjour monsieur. bonjour. Joseph Patrick Souklati-Poiti. Oui, François. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur le ministre, nous sommes, nous Gabonais, ravis de ce que le gouvernement ait décidé, cette fois-ci, de s'occuper de l'eau et de l'électricité en faveur des populations gabonaises. Monsieur le ministre, avant vous, nous avons eu ces promesses. Rien ne s'est fait, monsieur le ministre. Nous ne demandons rien que l'adduction de l'eau et l'élargissement du réseau électrique pour le bien-être des populations. Est-ce que cette fois-ci, monsieur le ministre, la main sur le cœur, vous pouvez nous jurer à l'antenne que les Gabonais vont enfin avoir de l'eau et de l'électricité? Merci à Radio Gabon. Bonne journée. Merci à vous, Joseph Patrick Souklati-Poiti. Je comprends la question qui est posée. J'ai indiqué tantôt que pour réussir dans ce domaine,
il faut la mission. Donc la mission qui est confiée, c'est apporter l'eau et l'électricité aux populations. Il faut des hommes. Nous sommes là avec des collaborateurs, avec des entités qui sont dévouées, qui sont consacrées à cela. Et je voudrais dire que le domaine de l'électricité est un domaine dans lequel l'État a formé. Et nous avons le bonheur d'avoir aujourd'hui des Gabonaises et des Gabonais bien formés dans ce domaine-là, grâce notamment à la SEG, qui est une des rares entreprises créées au Gabon dans les années 60 et qui existe encore. Il y a des choses qu'on peut leur reprocher, mais ils ont au moins le mérite d'avoir continué à exister, et ce n'est pas le moindre des mérites qu'on peut leur reconnaître. Et en troisième lieu, il faut des ressources financières. Parce que là-dedans, il ne s'agit pas uniquement des réflexions, des technicités, il faut des ressources financières pratiques et pragmatiques. C'est pour cela que nous avons engagé un emprunt et nous avons emprunté des ressources auprès de la BAD. Je l'ai indiqué, pour le Grand Libreville, 77 milliards de francs CFA. Des entreprises ont été sélectionnées, elles ont été identifiées. Nous avons présenté les entreprises à Madame le Premier ministre. Il y a quelques jours, c'était jeudi me semble-t-il, nous avons reçu des entreprises avec mon collègue ministre d'État de l'Intérieur Lambert Mata, avec mes collègues en charge respectivement du budget et de l'économie, et en présence du ministre délégué auprès du ministre d'État chargé de l'eau et de l'électricité. Ces entreprises ont été identifiées. La BAD nous indique que la ressource est disponible. Tout a été bouclé aujourd'hui côté État. Les maires ont livré les sites d'implantation des entreprises pour les chantiers. Et si tout va bien, à la fin du mois de février, les travaux vont pouvoir débuter dans le Grand Libreville. Cela concerne la commune d'Ntoum, où il y a énormément de problèmes, parce que vous savez que Bikele est un des arrondissements, dans un arrondissement d'Ntoum, et donc ces problèmes vont être réglés. Nous avons les deux arrondissements d'Akanda, les 2 arrondissements de Vendo et les 6 arrondissements de Libreville, y compris les zones aujourd'hui non couvertes du tout en eau. Donc ces problèmes vont être réglés. Vous me demandez est-ce que je peux jurer la main sur le cœur. Je préférerais ne pas jurer pour ne pas être parjure demain, mais j'ai déjà juré et je suis rentré en fonction en prenant un engagement et en prêtant serment. Mais si les ressources financières sont disponibles, oui, nous allons le faire. Monsieur le ministre d'État, l'un des moyens qui permettait aussi à la population d'accéder à l'eau, c'est les ponts publics. L'observation sur le terrain, c'est que ces moyens d'approvisionnement en eau ont tendance à disparaître. Le cas du Grand Libreville, est-ce qu'il y a quelque chose qui est aussi prévu à ce niveau pour réhabiliter ces ponts publics et permettre au plus grand nombre d'accéder à l'eau, surtout ceux qui n'ont pas assez de ressources financières? En attendant la réponse du ministre d'État, nous allons essayer de prendre un auditeur en ligne. Allô? 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 Madame, bonjour. Monsieur. Ah oui, monsieur. Tout. Bonne année. Merci, cher ami. Le Père Noël. Le Père Noël. Je voulais juste poser une question au ministre en disant que pourquoi, quand il y a des émissions comme ça, vous ne pouvez pas déléguer le directeur technique. Moi, je souhaiterais que vous envoyez le directeur technique. Vous êtes ministre. Envoyez le directeur technique pour bien éviter de la population. Parce que tout le temps, vous manquez Oui, malheureusement, nous avons un petit souci avec le téléphone. Notre ami qui a appelé depuis le 5e arrondissement de Libreville, Père Noël, risque de passer à côté même du thème de l'émission. On comprend vite qu'on aura besoin de services techniques ici pour nous expliquer exactement le fonctionnement de l'eau et de l'électricité au Gabon. Mais nous avons dans ce studio celui qui prône la politique du département de l'énergie et des ressources hydrauliques dans notre pays. Peut-être la réponse à la question d'Arnaud Ndo et Gozobo. Merci. S'agissant des fontaines, des ponts publics, il vous souviendra effectivement qu'il y en avait et que c'est sous la gestion Veolia que la plupart de ces fontaines publiques ont été fermées. Il y a plusieurs facteurs. D'abord la lutte contre le gaspillage, parce que souvent, effectivement, l'eau coulait en permanence. Il n'y avait pas une gestion rigoureuse de cela, mais nous sommes en train de travailler avec le Conseil national de l'eau et de l'électricité pour regarder comment est-ce qu'on peut arriver à nouveau à disponibiliser l'eau. Et dans le cadre des travaux qui vont être engagés dans quelques semaines, on va réaliser des forages dans des zones qui n'ont pas du tout d'adduction d'eau.
des zones, des quartiers Libreville comme Ebakater, comme Montalier, comme Bambouchine, Igoumier, Malibé. On va réaliser des forages, des entreprises ont été identifiées, les ressources ont été disponibilisées et peut-être dans 3, 4, 6 mois maximum, on aura des solutions. Pierre, quelques instants, s'il vous plaît. On va essayer d'abord de prendre notre éditeur. Allô? 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 Bonjour à toute l'équipe de Radio Gabon. Bonjour. Bonne heureuse année à Monsieur le ministre d'État et à tout le monde. Merci. Bonne année à vous également. Ok. Je voudrais dire que la bravoure du ministre d'État, M. Bilélizé, est très reconnue. Et c'est un ouf de soulagement quand on entend parler de cette problématique de l'eau et de l'électricité. Nous sommes d'avance déjà satisfaits parce que nous savons que M. le ministre est très engagé là-dessus. Mais je voudrais dire, est-ce que le problème de l'eau et de l'électricité ne devait pas rimer avec le problème des voiries? Parce qu'il se trouve qu'on est dans des zones très enclavées, alors que pour avoir de l'eau et de l'électricité, il faut une voie. Donc ça pose un problème à ce niveau-là. Est-ce que le gouvernement voit ce problème pour que le problème de la route soit résolu en même temps que celui de l'eau et de l'électricité? Je vous remercie. Okay, merci beaucoup, cher auditeur. Est-ce que vous travaillez en symbiose avec le ministère des Travaux publics et des infrastructures? Nous travaillons absolument en concertation permanente. Vous avez les chantiers à venir, les nouvelles zones d'habitation qui vont être réalisées. L'instruction donnée par Madame le Premier ministre, c'est que tout nouveau projet qui doit être réalisé mette autour de la table, bien sûr autour du ministre en charge des infrastructures, le ministère de l'Habitat, le ministère en charge de l'électricité, le ministère en charge de la communication et de l'économie numérique, pour qu'au moment où on réalise les travaux, tous ces ministères apportent également toutes les caractéristiques techniques qu'il faudrait pour les amener d'eau, d'électricité, de téléphone et d'Internet. Ça, c'est pour les chantiers à venir et c'est aussi pour tous les chantiers qui ont déjà été engagés. Mais là où les populations, faute de disponibilité de terrain, se sont installées par elles-mêmes, il faut bien leur apporter l'eau et l'électricité également. D'où l'investissement qui va être fait, qui coûte cher. Mais que les populations acceptent également qu'on apporte des solutions alternatives. Effectivement, l'auditeur a raison. Lorsque vous avez des populations installées dans une zone où il n'y a pas de voirie, il est difficile d'amener l'eau et l'électricité. Mais on va quand même faire en sorte qu'il y ait des solutions alternatives pour qu'elles aient l'eau et l'électricité. Mais, et ce qu'il a indiqué est tout à fait juste, c'est ce qui aurait dû se faire. C'est ce qui s'est déjà fait dans notre pays. On a souvent la mémoire courte. Mais lorsqu'on a fait la cité Damas à l'époque, lorsqu'on a fait la cité de Zengayong, lorsqu'on a fait certains nombres de cités comme la Sini Ovendo, en même temps qu'on a mené l'eau, la route, on a mené l'eau et l'électricité. Il n'y avait pas ces problèmes-là. Et après, il y a eu un manque de suivi qu'il faut aujourd'hui corriger et rattraper. Alors, Monsieur le ministre d'État, vous avez fait une tournée à l'intérieur du pays. Je parle de Lambaréné, et notamment le 2e arrondissement de la commune Lambaréné. Vous avez constaté qu'en matière d'eau, il y avait des difficultés et que les populations se plaignaient. Vous avez promis résoudre le problème. Où en sont les travaux? Il y a combien de temps? Il y a 4 mois. Oui. Vous êtes bien gentil, mais j'aimerais bien pouvoir régler tous les problèmes en 2 mois. Nous avons fait des démarches sur ce sujet et dans le cadre des opérations qui seront lancées dans 2 mois, donc avant la fin du mois de février, une entreprise va travailler au niveau de Lambaréné pour tenter de régler ce problème. Le vrai problème de Lambaréné, c'est que d'un côté, Lambaréné est une île et Lambaréné ne devrait pas manquer d'eau. C'est un problème d'investissement. Il faut investir dans une centrale plus importante, il faut investir dans les capacités de stockage et, comme dit l'auditeur précédent, Lambaréné, comme d'autres villes du pays, Lambaréné s'est agrandi, mais s'est agrandi sans suivre un schéma d'urbanisation qui soit propre. Et donc les populations s'installent comme elles peuvent et il faut derrière amener l'eau et l'électricité. Les problèmes sont quasiment les mêmes dans toutes les zones de notre pays. Armando. Monsieur le ministre d'État, vous avez parlé du projet d'interconnexion du réseau électrique.
Est-ce que dans ce projet, il y a des zones ou des pôles qui sont identifiés peut-être pour produire plus d'électricité et peut-être à approvisionner les zones qui en seraient moins productrices dans la perspective de l'aboutissement de ce projet? Le premier schéma qui existe et qui a été validé grâce à une étude commandée avant mon arrivée et qui nous a été livrée, c'est qu'on a maintenant une vision claire de ce qu'il faudrait avoir comme production, de ce qu'on devrait développer au niveau des barrages hydroélectriques et même des centrales solaires. Ce qu'il y a également, c'est que la production doit être le plus proche possible des zones de consommation pour éviter effectivement, pour baisser les coûts d'une part, et éviter les pertes dans le transport. Et nous allons essayer de tout faire pour concentrer nos capacités de production autour des grands centres de consommation. Mais en même temps, l'interconnexion a l'avantage de pouvoir installer les industries et les populations dans d'autres zones. Mon collègue en charge de l'agriculture nous a présenté un projet qui a été validé par le gouvernement, c'est celui de créer des zones à forte productivité agricole. Mais qui dit agriculture aujourd'hui dit électricité et eau. Et donc lorsque les populations vont s'installer pour faire l'agriculture, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de l'énergie, parce qu'on ne peut plus faire l'agriculture en 2021 comme on la faisait en 1800. Et donc il faut évoluer, il faut des capacités de stockage, des capacités de transformation, des capacités de conservation, et donc il faudrait qu'il y ait de l'électricité. Et en fonction donc des centres d'intérêt économique du pays, on doit pouvoir amener un schéma d'électrification. Si on doit développer des usines de bois dans la zone de Lambaréné ou dans la zone de Logo et Vindo, il faut bien qu'il y ait l'électricité disponible. Et donc, tout ce schéma directeur est également adossé sur le schéma d'industrialisation du pays. C'est pour cela que je vous disais tantôt qu'il faut arriver à faire l'interconnexion. Il y a aujourd'hui des capacités de production dans le Haut-Ogooué avec les barrages Poubara 1, Poubara 2 et Grand Poubara. La consommation du Haut-Ogooué ne suffit pas à absorber l'ensemble. Mais il faut bien qu'on arrive à injecter le surplus. Mais pour injecter, il faut construire des lignes de transport, d'où la nécessité d'avoir ce réseau interconnecté. Monsieur le ministre d'État, nous acheminons malheureusement vers la fin de cette émission. Mais avant de nous séparer, peut-être une question simple. À quand le démarrage effectif des travaux, des barrages faits de l'impératrice Eugénie de Foucault? Je vous remercie et je répondrai à votre question. Je voudrais d'abord indiquer à vos auditeurs et aux Gabonaises et aux Gabonais qui m'ont écouté que le chef de l'État et le Premier ministre nous ont totalement mobilisés pour apporter des solutions concrètes aux attentes de nos concitoyens dans le domaine de l'eau et l'électricité. J'ai indiqué que certains travaux vont débuter pour ce qui est du Grand Libreville à la fin du mois de février. D'autres travaux pour ce qui est du reste du pays par le programme PASMIR avec la Banque mondiale ont déjà débuté. Certains travaux par financement direct ministère, donc État gabonais, vont débuter d'ici la fin du mois prochain également. S'agissant de la réforme du secteur, elle est en cours. Nous avons élaboré les projets de code et l'électricité. Nous sommes en train de recueillir les retours des administrations concernées et des partenaires concernés. Et si tout va bien, nous devrons pouvoir présenter à la fin du mois de janvier au Conseil des ministres les projets de code de l'eau et l'électricité qui consacrent la libéralisation du secteur. Ça veut dire que si demain, on a des partenaires qui veulent s'intéresser dans ce domaine, plus rien n'empêche, il n'y a plus de monopole à partir du moment où ces codes seront adoptés. Pour répondre précisément à la question concernant FEDE et Impératrice Eugénie, il y avait des contentieux dessus. Nous sommes en train de travailler pour que les entités à qui l'État avait confié ces marchés et qui sont entrées en contentieux quasiment contre l'État, notamment la CODER, reviennent autour de la table pour qu'on signe d'abord un accord tripartite pour annuler les contentieux. Et ces entités vont avoir 9 mois pour mobiliser les ressources et débuter les travaux. Donc je répondrai à votre question, si dans 9 mois, je suis encore ministre de l'énergie, et si cette émission existe encore, et si vous m'invitez, donc ça fait 3-6 au moins, là je répondrai à votre question. Et c'est la fin de cette émission, monsieur le ministre d'État. Votre mot de fin avant de nous séparer, même si vous avez quand même quelque peu anticipé. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité et dire aux Gabonais et aux Gabonais que l'État est mobilisé pour apporter des solutions. Nous avons pris beaucoup de retard, c'est vrai. Nous les remercions pour leur patience, mais encore un peu de patience, on va y arriver. Il y a une lueur d'espoir dans le travail, et uniquement le travail. Il y a plus qu'une lueur, il y a de l'espoir.
Comment résoudre la problématique de l'accès à l'eau et à l'électricité au Gabon, notre pays? C'était le thème de l'émission Controverse qui s'achève. Comme invité à M. Alain-Claude Bilibizé, ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Merci, chers auditeurs. On se retrouve samedi prochain, s'il plaît à Dieu. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.